Et salut à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau direct. Alors l'Occident est en émoi, l'Occident pleurniche, l'Occident a perdu sa star, Navalny est décédé dans une prison russe il y a quelques jours maintenant. Alexei Navalny, ce que l'on sait sur le décès de l'opposant russe. Lundi 19 janvier, 3 jours après la mort d'Alexei Navalny, militant anti-corruption et opposant à Vladimir Poutine, incarcéré dans l'Arctique, les circonstances de son décès demeurent floues. Alors juste pour faire un rapide rappel du déroulé des événements, selon l'agence de presse d'État RIA Novosti, l'opposant russe avait participé la veille du décès, par vidéo à 2 audiences devant un tribunal de l'oblast de Vladimir à l'est de Moscou. Il n'a exprimé aucune plainte s'agissant de son bien-être, il s'est exprimé activement, a précisé l'agence. Pour sa part, sa mère, Yulia Navalnaya, a déclaré avoir vu son fils le 12 février dans sa colonie pénitentiaire et qu'il était alors en bonne santé et d'humeur joyeuse. Donc il avait l'air d'être plutôt bien portant avant son décès, même s'il était affaibli et amaigri, comme on avait pu le voir sur différentes images de son apparition. Et pourtant, le vendredi 16 février, le prisonnier Navalny s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. Oh, comme c'est bizarre. Le personnel médical de l'établissement est arrivé immédiatement et une équipe de secours d'urgence a été appelée. Toutes les mesures de réanimation nécessaires ont été prises, sans résultat. Les urgentistes ont constaté le décès du condamné. Les causes de la mort sont en train d'être établies. Alors on ne sait pas trop si c'était dans l'intérêt ou le désintérêt de Poutine de s'en débarrasser, puisque après tout le type était condamné à 19 ans de prison, je crois. Il avait déjà été... il y a eu des soupçons d'empoisonnement au Novichok. C'était en 2019 ou 2020. Une histoire un peu étrange. Poutine l'avait autorisé, il avait été autorisé donc par le gouvernement de toute façon, à quitter la Russie à ce moment-là pour des raisons de santé et aller se faire soigner en Allemagne. Et quand il a été remis sur pied, pouf, il retourne en Russie, où il a été poursuivi pour différentes affaires, mais on va y revenir un petit peu. Et donc on sait pas trop pourquoi il est retourné en Russie, sachant qu'il allait être mis en prison. Est-ce qu'il espérait que tout ça ne dure pas trop longtemps et qu'il ressorte de prison avec le badge opposant emprisonné, un peu comme Nelson Mandela? Ça n'a pas fonctionné en tout cas. Alors les réactions ont été nombreuses et unanimes de condamnation et de pleurniches dans tous les sens. 3 jours après la mort de l'opposant, la France convoque l'ambassadeur de Russie, elle va lui demander des comptes. Bien évidemment, puisque Navalny est un citoyen français. C'est évident, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Idem, de l'autre côté, l'ambassadeur français en Russie est allé déposer des fleurs sur un monument en Russie qui était dédié à l'oppression des opposants politiques. Donc le cirque est total. Toute la classe politique française a condamné le décès de Navalny, signe d'une dérive du régime. Nous allons écouter quelques instants notre leader suprême nous donner son avis. Je pense que cela dit, ce que je vous exprimais tout à l'heure, c'est que oui, la Russie est rentrée dans une nouvelle phase. Et nous devons être lucides sur ce sujet. Une phase d'agression à l'égard des pays européens, par des actions de désinformation, mais aussi d'attaques cyber, à une échelle et avec des franchissements de seuil qui en changent la nature. Alors là, on va quand même faire une pause, parce que ce qu'il dit est quand même intéressant, c'est que Poutine n'est pas seulement l'agresseur de l'Ukraine, il est l'agresseur des pays européens, et non pas à travers des bombardements ou une invasion, mais à travers des attaques cyber, mais à une ampleur qui en change la nature. Donc en fait, ce que dit Macron, c'est qu'il le vit comme une déclaration de guerre, quoi. En pleine paranoïa, il y a un peu de ça. Et de durcissement dans son pays, à quelques semaines d'une échéance électorale, où au fond, une forme d'impunité s'est installée. Tuer un opposant, ils le font. Interdire les autres candidats, ils le font. Je vois cela comme un révélateur. Évidemment, nous demandons à la Russie de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, en tout état de cause. Voilà, c'est un révélateur. On va revenir sur cette histoire de il tue les opposants. On va revenir là-dessus. On me demande, est-ce que tu penses probable le fait qu'il soit un agent occidental? C'est justement ce dont on va parler ensuite. On va revenir après sur les propos de Macron. Vous allez voir, c'est édifiant quant à la situation en Ukraine. Alors ici, Philippe Murer nous partageait une fiche de préparation à une émission dans laquelle sont résumées différentes affaires qui concernaient Navalny, des affaires de corruption notamment.
Il y a la privatisation d'une usine d'alcool, privatisée pour une bouchée de pain. Interpol avait lancé un mandat d'arrêt international, il semblait impliqué. L'affaire Kirovlies, une société forestière, là aussi un problème de détournement de fonds, a été condamné à 5 ans de prison. L'affaire Yves Rocher aussi, il aurait escroqué Yves Rocher, la branche Yves Rocher en Russie. Mais c'est un peu bizarre parce que Yves Rocher n'aurait pas porté plainte, ce serait le gouvernement russe qui se serait saisi de l'affaire et aurait poursuivi Navalny dans cette affaire. Et il y a tout un micmac politique pour savoir s'il s'agit effectivement d'affaires que le gouvernement russe lui met au cul pour pouvoir le salir et aussi lui interdire de se présenter aux élections, ou s'il y a effectivement des motifs légitimes dans ces différentes affaires juridiques qui lui ont collé au basque. Par contre, ce qui est beaucoup plus certain, c'est que Navalny, dans les années 2000 jusqu'à 2010 à peu près, il a tenu quelques propos légèrement racistes à l'encontre des Russes caucasiens qu'il appelait les cafards. Pour les ressortissants d'Asie centrale, c'était des rats. Et ici, on a une magnifique vidéo de Navalny qui participe à une manifestation avec des gens qui sont d'obédience, on va dire, légèrement d'extrême droite. Моим сторонникам, которые удивлены, я хочу сказать вещь, что удивляться не нужно. Я 4-й год подряд хожу на русский марш. Им стоит бояться! Им стоит бояться! Да! Donc là, ça casse un petit peu le mythe de la dénazification ukrainienne ou dans les pays de l'Est. Parce qu'il y a aussi des petits soucis de nostalgie avec le Troisième Reich au niveau de la Russie, et qui n'ont rien à envier à ce qu'on peut voir en Ukraine. Ouais, c'est complètement normal de voir ça, il n'y a aucun souci. Bref, ils ont juste un rapport un peu différent d'une autre à l'histoire, voilà tout, c'est rien. Navalny avait donc quelques petites incohérences avec l'extrême droite. On peut aussi retrouver sur le net des clips vidéo promotionnels complètement racistes, traitaient les gens comme des caries, où il fallait exécuter une certaine partie de la population, notamment les musulmans, les tchétchènes. Et puis, il y a eu un virage à partir des années 2010 à peu près. Il a vu le Seigneur, il a vu la Vierge, il a rencontré Jésus dans une université américaine, évidemment. Navalny a donc participé au programme des Young Fellows de l'université de Yale. Alexeï Navalny est le chef de l'opposition russe? Non. Et le fondateur de la Fondation Anticorruption. Il est devenu célèbre pour ses enquêtes anticorruption contre des sociétés d'État et des hauts fonctionnaires russes. Alexeï a participé à l'élection présidentielle russe de 2018, où il se garde bien que le mec a fait 3%. Le meilleur score de Navalny, c'était aux élections municipales à Moscou, qui a la plus forte tendance occidentale de la Russie. Et là-dessus, il avait fait 30%, je crois, aux élections municipales à Moscou. Donc c'est pas vraiment le premier opposant à Poutine, contrairement à ce qui est présenté, c'est plutôt le Parti communiste. Alors c'est con, parce que ça reste des gens plutôt nationaux, et on n'a pas trop envie de soutenir les communistes. Et puis les autres partis qu'il y a en Russie sont plutôt des petits partis de droite, à tendance nationale, voire nationaliste, en tout cas patriote. Pas vraiment le genre à venir sucer la bite de l'oncle Sam et de l'Union européenne. Alors forcément, Navalny, c'est le premier opposant à Poutine qu'on aime bien. C'est ça qu'on a oublié de préciser. Alors, donc ils essaient quand même de faire mousser sa participation à cette élection présidentielle où il avait fait que 3%, en disant que au cours de cette campagne, il a ouvert 81 sièges régionaux dans tout le pays. 41 d'entre eux sont actuellement opérationnels. Il y a un représentant de son parti qui doit bosser dans la cave de ses grands-parents, et ils appellent ça un siège régional, quoi. Ce qui fait de son réseau la plus grande organisation d'opposition en Russie. Ça m'a l'air d'être complètement faux, mais c'est pas grave. En août 2020, Alexeï a été attaqué avec un agent neurotoxique Novichok par un agent russe. Eux, ils sont au courant, ils savent. Puis condamné à 9 ans de prison dans une colonie pénitentiaire à sécurité maximale pour fraude et usage et outrage au tribunal. En raison de fausses affaires pénales, il est désormais privé de droit à participer aux élections, malgré le fait que la Cour européenne des droits de l'homme a annulé ses condamnations.
La chaîne YouTube d'Alexei Navalny, sa principale plateforme de médias sociaux, compte 3,5 millions d'abonnés. Il est vrai qu'il était relativement bien suivi quand même sur Internet, par rapport au fait d'avoir fait que 3% aux élections présidentielles. Ces vidéos faisaient souvent plusieurs millions de vues, alors qu'elles étaient en langue russe. Alors après, on va pas soupçonner que les vues sont achetées. Il y a quand même 140 millions d'habitants en Russie, donc faire 3, 4, 5 millions de vues, on y arrive quand même assez bien. Mais voilà, comme je vous le disais, les affaires qui lui collent au cul sont très politiques. On voit l'intérêt du Kremlin à dégager comme ça ce type, clairement, comme on va le voir, financé par l'Occident, à lui mettre des bâtons dans les roues et à l'empêcher de se présenter aux élections pour des motifs plus ou moins douteux, mais qui auront l'apparence de la légitimité. Mais en même temps, ce type étant soutenu par l'Occident, on pense bien qu'ils vont le soutenir quant à d'éventuelles poursuites judiciaires. Comme je le disais, donc, il a été financé par l'Occident. On est ici sur la page Wikipédia de la National Endorsement for Democracy, la NED, le truc de soutien à la démocratie issu de la CIA. Et sur la section Russie, on peut voir que, selon l'État russe, la NED aurait fourni un soutien financier de 5,2 millions de dollars à des associations russes commerciales ou à but non lucratif. Il faut savoir que les documents de la NED, de toute façon, sont publics. Ils font ça à visage découvert maintenant. Les ONG Memorial, Golos, Glassnode Defense Foundation et le blogueur Alexei Navalny sont soutenus par des fonds de la NED. Pour l'État russe, l'activité de la NED est indésirable en Russie, car elle influence l'opinion publique, cherchant à provoquer le changement de politique et de l'État, et aussi un changement de régime. En 2015, la NED a été expulsée de Russie, devenant la première association à être frappée par une loi permettant de bannir du pays les organisations non gouvernementales jugées indésirables. Et c'est intéressant parce que Golo est justement une association qui est citée par Macron un petit peu plus tôt dans son discours. La mort soudaine d'Alexei Navalny, que nous avons apprise aujourd'hui, nous a tous bouleversés. Je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos, et elle rappelle de la plus tragique des manières la réalité du régime du Kremlin et son durcissement. Il emprisonne, ça n'est pas nouveau. Ces derniers mois, il avait encore durci la posture à l'égard d'opposants, mais aussi d'associations, d'ONG, de fondations. Je pense à Memorial, par exemple, qui, pendant toutes ces dernières années, même aux heures les plus difficiles, avait toujours pu opérer et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation des plus dangereuses. Alors, je me suis trompé, du coup, c'était pas Golo, c'était Memorial que Macron citait. On va revenir un peu plus loin, c'est justement là, sur la NED, justement. Alors, de quoi s'agit-il ? Ici, on est sur Scott, article de 2015, justement, quand la NED s'est fait virer de Russie. De manière signifiante, dans une déclaration concernant cette décision de virer la NED de la Russie, le ministre des Affaires étrangères russe a nommé Karl Greshman, le néoconservateur qui est le président de la NED depuis sa création en 1983. Ils ont remarqué que Greshman a dit de manière ouverte que l'organisation de la NED était faite pour être une belle façade pour distribuer des fonds parmi les cercles d'opposition des pays étrangers. La NED ainsi que la Freedom House a été au centre de toutes les révolutions colorées financées par le ministère des Affaires étrangères américain dans le monde depuis l'an 2000. La NED fut créée sous Reagan pour fonctionner de facto comme une CIA, mais privatisée de façon à permettre plus de liberté de mouvement et d'action. Ellen Weinstein, qui aida à rédiger la législation et créatrice de la NED, a dit dans un entretien avec le Washington Post en 1991 « Beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui ouvertement était fait en secret par la CIA il y a 25 ans ». Je vous invite à aller voir un documentaire qui s'appelle... c'était pas le titre exact. Sur YouTube, vous pouvez le trouver sous le nom « Comment la CIA fabrique les révolutions colorées ». C'est un documentaire des années 2005-2006 dans ces eaux-là. Et vous pourrez voir comment justement la NED et de différentes associations ont œuvré à la révolution orange en Ukraine en 2004 et ont justement tenté de favoriser un gouvernement plutôt pro-occidental, pro-Union européenne, anti-russe, pour réduire l'influence de la Russie dans cette zone. Et vous verrez toutes leurs méthodes qui sont tout à fait transparentes pour créer des changements de régime. Le 26 septembre 2013, quelques semaines avant que le président ukrainien Viktor Yanukovych annonça qu'il allait rejoindre la Russie et son union économique eurasienne plutôt que de devenir membre de l'UE, c'est ce qui a déclenché le Maïdan en 2014. Greshman écrivit une op-ed
dans le Washington Post, où il nommait l'Ukraine le plus grand des prix, expliquant que tirer l'Ukraine dans le camp occidental pourrait contribuer à la défaite ultime de Poutine. Il écrivait « Le choix de l'Ukraine de rejoindre l'UE va accélérer la chute de l'idéologie de l'impérialisme russe que Poutine représente. Les Russes également doivent faire face à un choix, et Poutine pourrait bien se retrouver du côté perdant, pas seulement dans le voisinage immédiat, mais aussi en Russie. En d'autres termes, la NED est une entité financée par le gouvernement US qui a l'intention de renverser le président élu de la Russie parce que celui-ci ne plaît pas à la faction néoconservatrice de Washington. Parmi les projets de la NED en Russie figure le financement de l'opposition russe anti-Poutine de l'activiste Alexei Navalny, membre d'un groupe russe appelé Russian Opposition Coordination Council, ou Conseil de coordination de l'opposition russe. Navalny a d'ailleurs reçu de l'argent de la NED. Donc tout ça est su, connu. On a même ici une vidéo qui est faussement attribuée à Navalny qui rencontre, paraît-il, un agent du MI6. Alors c'est bien un agent du MI6, mais ce qu'on voit apparemment c'est un associé de Navalny. On voit Vladimir Ashurkov. Et dans ce petit extrait, on va voir cette personne rencontrer un agent des services secrets britanniques et qui va lui parler d'une recherche de levée de fonds. Voilà, si on avait plus d'argent, on pourrait élargir nos opportunités. Juste un peu d'argent. Si quelqu'un voulait bien dépenser, je sais pas, 10 ou 20 millions de dollars par an en nous soutenant, on verra une grosse différence dans le tableau. Et c'est pas beaucoup d'argent. Donc voilà le message que j'essaye de projeter dans ma levée de fonds. Et il dit j'essaye de parler à des gens de la communauté du business, des hommes d'affaires et d'autres. On doit jouer à un autre jeu d'échecs. Voilà, protestation de masse, initiative civile, et on va établir des contacts avec l'établissement local pour expliquer que tout va bien aller pour eux. Voilà, on est des gens responsables, on va pas casser tous leurs biens, on va pas les voler, et des trucs comme ça. Donc voilà en gros ce que faisait l'associé de Navalny. Il préparait des protestations de masse, propagande, préparation au terrain au changement de régime, on va aller draguer l'élite locale, et puis il nous faudrait 10 ou 20 millions, et puis sous-entendu, est-ce que tu pourrais m'aider dans ma levée de fonds? Est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec des gens qui auraient des sous? Et comme ça on pourra faire un changement de régime en Russie. Donc après, il ne faut pas s'étonner si le type se fait dégager, si les associations, si ces ONG se font sortir de Russie, sachant que cet article nous le mentionnait à la fin. La Chine aussi avait pris une décision identique. Elle a signé une loi sur The Overseas NGO Management Law qui restreint les ONG étrangères sur son territoire. En octobre dernier, la même NED a financé les manifestations de la révolution des parapluies à Hong Kong. La NED finance directement les séparatistes ouïghours de la province chinoise du Xinjiang, qui est comme par hasard le carrefour de tous les oléoducs et gazoducs majeurs venant de Russie et de Kazakhstan. Oui, parce que y a des problèmes au Xinjiang, mais la démocratie, on n'en a rien à foutre. Hein. C'est toujours là où il y a du pétrole, du gaz, qu'il y a ce genre de questions de changement de régime. Donc Navalny était évidemment, dans une certaine mesure, un agent occidental, en tout cas le poulain des occidentaux dans le pays, le premier opposant pro-occidental à Poutine. C'était pas forcément un grand ami de la démocratie, quoi. C'était le type qu'on voulait mettre à la place de Poutine, et on voulait pas forcément le parti communiste, on voulait pas forcément les autres, et donc on est très choqué du comportement de la Russie, qui interdit les opposants, qui met les gens en prison. Le problème, c'est que on soutient des choses en Ukraine, un gouvernement en Ukraine qui ne fait pas autre chose que ça. Donc on va voir un peu le florilège de ce qui se passe en Ukraine actuellement, au niveau des opposants, au niveau de la politique, au niveau justement de la liberté d'expression. Fermeture brutale du Kiev Post, l'un des plus anciens journaux du pays. Donc en Ukraine, le secteur des médias connaît une onde de choc depuis l'annonce le 8 novembre 2021, donc c'était même avant la guerre, l'un des plus anciens journaux du pays, créé en 1995 et qui est la seule publication de dimension internationale sur le pays. Le Kiev Post est un hebdomadaire anglophone, un média à la tonalité farouchement pro-ukrainienne, libérale, démocrate, pro-occidentale,
Seulement le Kiev Post n'a jamais hésité à critiquer les pouvoirs en place, une indépendance éditoriale que le propriétaire du Kiev Post semble peu goûter puisqu'il a congédié lundi toute sa rédaction. Allez hop, ça dégage. Le rédacteur en chef historique a instauré une ligne éditoriale pro-occidentale, pro-Maïdan en 2014, on se demande pourquoi, mais toujours en défendant l'indépendance de sa rédaction grâce à des enquêtes et à des révélations. Un média longtemps dans le viseur des oligarques et des présidents. Forcément, les oligarques et les présidents ont tous rêvé de se débarrasser du Kiev Post et de son journalisme exigeant. Mais la rédaction a toujours tenu bon, jusqu'à lundi, quand son propriétaire, Adman Kivan, un homme d'affaires ukrainien d'origine syrienne ayant fait fortune à Odessa dans la construction, a licencié sans préavis les 50 journalistes de la rédaction sous prétexte d'une restructuration. On va mettre des gens qui pensent correctement. Selon une source interne, cet homme d'affaires ambitieux rêve de se construire un empire médiatique digne des oligarques. On verra dans le prochain sujet qu'il va avoir quelques difficultés. De nombreux journalistes voient aussi dans cette affaire l'ombre de l'entourage de Zelensky, un président qui supporte de moins en moins les critiques de la presse et dont l'équipe a commencé à s'en prendre aux médias indépendants ainsi qu'à la télévision publique. Il n'est donc pas étonnant que l'une des premières mesures qui ait été prise avec l'invasion russe est d'interdire, tout simplement, la presse de couvrir les discussions du Parlement. C'est interdit, c'est finito, vous n'avez plus accès. C'est sous prétexte de sécurité, c'est pour votre bien. Depuis septembre 2022, une seule chaîne de télévision, la chaîne publique Rada TV, est chargée de couvrir le Parlement, où Verkhovna Rada est autorisée à diffuser les séances plénières de la législature avec un retard d'au moins plusieurs heures pour des raisons de sécurité. Les autres journalistes accrédités ne sont pas autorisés à l'intérieur du Parlement ou dans son périmètre. Ouais, LCP a été cancel. Donc, il n'y a qu'une seule chaîne, avec une seule personne, qui peut couvrir les discussions du Parlement, et tout ça est décalé de plusieurs heures. C'est beau, hein, c'est pour la démocratie. Tout ça a été pris en raison de la loi martiale, et c'était soi-disant pour garantir la sécurité des journalistes. Alors au début, il y avait des bombardements sur Kiev, mais ça fait quand même plus d'un an que la capitale est quand même assez tranquille, et sans raison explicite, cette situation perdure. Elle perdure et elle se renforce puisque nous sommes ici le 5 mars 2023. Il y a une loi qui a été prise pour réformer les médias et mieux les contrôler. Pareil, immédiatement dans la foulée de l'invasion ukrainienne. La loi a été signée en décembre 2022, donc elle en est le 5 mars où elle a été promulguée, je crois. Elle entre en vigueur à la fin du mois. Elle est censée réformer en profondeur la façon dont les médias sont régulés dans le pays. Certains estiment qu'elle menace leur indépendance. Entre autres mesures, la réforme étend les pouvoirs du régulateur, le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, à qui échoit la responsabilité de réglementer la presse écrite et en ligne, ainsi que la télévision, la radio, les plateformes telles que YouTube ou les réseaux sociaux. Elle lui confère ainsi le droit d'infliger des amendes aux médias, de révoquer leur licence ou de bloquer temporairement certaines publications sans attendre de décision de justice. On va pas trop rentrer dans le détail. Ici, on a une réaction de Sergueï Tomilenko, chef du syndicat national des journalistes en Ukraine. Il nous explique ceci. Il ressort de l'analyse du projet de loi sur les médias qu'il pavera la voie à des instruments de censure et à une restriction considérable de la liberté d'expression en Ukraine. Or, nous avons affaire à un durcissement du régime. Une série de nouvelles dispositions élargira grandement les compétences de cet organe de l'État, le Conseil national de l'audiovisuel, que les auteurs de la loi considèrent comme une autorité régulatrice indépendante. Apparemment, il n'a pas l'air d'être d'accord, il y a un sous-entendu là. Ce conseil aura notamment le pouvoir de donner des consignes contraignantes à l'intention des rédactions de tous les médias, d'imposer à tous les médias des sanctions financières, et de prononcer une interdiction de diffusion provisoire de 14 jours aux médias en ligne, sans décision de justice. Vous êtes un média en ligne, terminé pour 14 jours, on n'a même pas besoin de justifier. Puis tiens, tu prends une amende aussi. Quand tu reviendras au boulot, on t'expliquera, on te donnera des consignes contraignantes sur la rédaction. C'est beau, hein, c'est la liberté d'expression. Alors entendu, le pays est en guerre, mais ça s'applique aussi à la Russie ou pas? Coup dur pour les opposants en Ukraine. L'Ukraine interdit 11 partis politiques d'opposition accusés d'être pro-russes. Oh, ils sont accusés de collaborer avec la Russie. Alors la plupart sont des petits partis. Dans cette liste, on retrouve 2 partis présents à la Rada, et d'ailleurs leurs députés sont toujours présents dans le Parlement. Alors forcément, ils ne pourront pas se représenter ou pas sous la même étiquette. Hein. Donc le premier est en plateforme d'opposition pour la vie. Je ne sais pas ce que c'est leur nom de parti, mais ils sont bizarres.
deuxième force politique du pays avec 43 sièges. Donc il a fait interdire la deuxième force d'opposition du pays. C'est pas Navalny avec ses 3%. Classé au centre-gauche, ce parti dirigé par Yuri Boyko se distingue par une certaine russophilie. Alors c'est sûr que quand ton pays est envahi par la Russie, ça fait pas forcément bon ton. Si les autres organisations suspendues ne disposent pas de députés présents au Parlement, il s'agit pour la majorité de partis de gauche. Bon, après il les cite, on s'en fout un peu. Donc l'Ukraine interdit les opposants. Elle les interdit, et puis il y en a qui meurent aussi, mystérieusement. Oh, c'est bizarre. Qui est Gonzalo Lira, un réalisateur américain pro-Poutine, mort dans une prison ukrainienne. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais j'ai pas entendu Macron venir à la tribune nous expliquer qu'il était choqué d'apprendre qu'il y avait un journaliste, ou en tout cas un cinéaste américano-chilien pro-Poutine qui meurt comme ça emprisonné. Alors il a été emprisonné en Ukraine pour diffusion de propagande russe, et il y est mort. Nous pouvons confirmer le décès du citoyen Gonzalo Lira. En Ukraine, nous présentons nos sincères condoléances à la famille pour cette perte. Le Centre de communication stratégique et de sécurité de l'information du gouvernement ukrainien a déclaré qu'il avait été arrêté pour avoir justifié l'agression russe contre l'Ukraine, ce qui constitue une violation de l'article machin chose du droit pénal ukrainien. Il a été emprisonné une première fois en mai 2023, il a été libéré sous caution, puis a été de nouveau emprisonné pour avoir posté une vidéo laissant entendre qu'il allait quitter l'Ukraine, ce qui enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution. Le média américain a également rapporté que Gonzalo Lira avait publié de nombreux messages controversés avant d'être arrêté par les autorités ukrainiennes, notamment qualifiant le président Zelensky de cocaïnomane et en faisant l'éloge de l'opération militaire spéciale de Poutine. Je sais pas si c'est controversé, le fait que Zelensky soit un cocaïnomane, c'est quand même assez avéré. Alors, selon nos confrères américains, Gonzalo Lira avait déclaré qu'il avait été torturé par des détenus lors de son séjour en prison, une information démentie par les autorités ukrainiennes. Dans une lettre qu'il aurait envoyée à sa sœur dévoilée par le New York Post, le réalisateur affirmait souffrir d'une double pneumonie, d'un pneumothorax, d'un œdème sévère au poumon. Il allait pas fort, quand même. Dans cette lettre, Gonzalo lui-même affirme avoir été pris en charge pour une simple pneumonie et avoir subi une intervention pour réduire son œdème. Des informations qui n'ont pas pu être vérifiées, les causes officielles de sa mort n'ont pas été annoncées. On s'en fout. Quand Navalny meurt en prison, c'est très grave, mais celui-ci, tout le monde s'en fout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un léger deux poids deux mesures, une certaine hypocrisie ? On va reprendre ce que disait Macron. Une forme d'impunité s'est installée. Tuer un opposant, ils le font. Interdire les autres candidats, ils le font. C'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Alors on peut toujours discuter du bien fondé de ce type de décision quand on est en conflit ouvert avec un pays, avec la Russie. Est-ce qu'il faut conserver les mêmes règles de liberté d'expression ? Est-ce qu'il faut continuer à autoriser certaines personnes favorables à l'envahisseur de se présenter aux élections ? Mais alors du coup, ça marche aussi dans les deux sens. Est-ce qu'on peut autoriser Navalny à participer aux élections alors qu'il est entièrement soutenu par des gens qui soutiennent l'Ukraine et qui font la guerre aux Russes ? Ça se discute. Mais le deux poids deux mesures est en tout cas tout à fait dégueulasse. Et il y a en tout cas un sujet qui ne prêtera pas à controverse, qui est le cas de Assange. Assange qui est enfermé en prison, qui a été séquestré entre guillemets dans l'ambassade d'Équateur, je crois, au Royaume-Uni pendant des années, avant d'être finalement incarcéré. Et là, il est en attente, ça se discute en ce moment, le dernier recours est en ce moment, pour savoir s'il va être extradé ou non aux États-Unis, où il risque 175 ans de prison pour avoir divulgué des informations. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, mourra s'il est extradé, avertit son épouse. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissez l'histoire. Il a diffusé, à partir de 2010, plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il a révélé pas mal de choses, je crois, sur les prisons secrètes de la CIA, sur le fait qu'il torturait des gens dans des avions pour être en dehors des juridictions. Quand il chopait des gens en Europe, il les foutait dans un avion, l'avion circulait dans le ciel et comme ça il se permettait de faire à peu près ce qu'il voulait. Il y avait aussi des petits problèmes à Guantanamo. Et puis, nous avons Cohen. Cohen qui nous parle de Julian Assange, c'était il y a 3 ans, en 2021. Dans une émission, on va voir un petit peu ce que quelle considération il a pour la liberté d'expression, la liberté d'information et de la presse. Par des gens qui font de la politique et pas du droit. Donc aujourd'hui, il y a une oui, d'ailleurs, là, en termes de procès politique, on va écouter ce que disait son avocat.
Se réjouir ou pas se réjouir, moi j'appelle Trump à le gracier. Maintenant, de dire ça, c'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire que la vie de quelqu'un relève du pouvoir souverain d'une personne. Et se demander si en fait Biden va suivre la politique d'Obama ou va suivre finalement une autre politique, c'est déjà démontrer que ce n'est pas un crime ordinaire qu'on poursuit, c'est un crime politique. Et à partir de là, que les décisions qui sont prises dans ce dossier sont prises par des gens qui font de la politique et pas du droit. Donc aujourd'hui, il y a une juge qui a fait un peu de droit. On peut ne pas en être d'accord, on continuera à mobiliser des arguments. Mais je pense que ce qui est au cœur de tout ça, c'est le droit à chacun d'être librement informé. Et c'est pour ça que c'est pas la le liberté dossier de la presse. Alors, avant de poursuivre, on va revenir sur les différentes affaires de Navalny qui sont présentées comme des affaires politiques instrumentalisées par le Kremlin pour se débarrasser d'un opposant. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le cas d'Assange? C'est que son avocat lui-même, il nous dit il y a des enjeux politiques, c'est très politicien, les affaires qu'on colle au cul de Assange. C'est pour se débarrasser de lui. On ne peut pas l'exécuter sommairement, donc on lui fait des procès complètement orientés politiquement pour le foutre en taule la vie et le laisser crever, le laisser pourrir dans une prison. Donc pour Navalny, c'est très grave, c'est le signe de l'autoritarisme poutinien, etc. Mais quand c'est Biden qui fait ce genre de choses, tout d'un coup c'est la démocratie. On va écouter ce que Cohen nous explique justement sur les limites du droit à l'information. C'est la liberté. Qu'a reconnu en partie la juge anglaise. Bien sûr, mais c'est pas la liberté de la presse, partie. pardon. C'est le droit à l'information. Qui pense que les informations qui ont été divulguées par Wikileaks ne sont pas des informations vraies ? Elles sont en grande vraies. partie d'intérêt général, jusqu'à un certain point, quand Assange et Wikileaks ont commencé à diffuser des sources qui ont mis des gens en danger, notamment en Afghanistan, quand les emails du Parti démocrate et d'Hillary Clinton, ce qui a fait battre Clinton, et Trump devrait remercier Assange pour avoir contribué à faire battre Hillary Clinton, ont été divulgués. Là, on n'était plus dans l'intérêt général. Sauf que vous avez suivi que l'administration américaine elle-même a abandonné cet argument pendant l'audience, puisqu'elle est incapable de fournir l'identité de gens qui auraient effectivement été mis en danger. Ça veut dire il n'y a pas la preuve absolue que ce soit Wikileaks, mais il y a de très fortes présomptions. Voilà, il y a des fortes présomptions, donc on peut considérer que c'est vrai. Allez, ça ira. Donc il a répondu sur la partie afghane, où effectivement, il n'y a jamais eu de preuve que les informations divulguées par Wikileaks aient pu mettre en danger des agents américains. Donc en ce qui concerne la défaite de Clinton en 2016, c'est quand même se foutre de la gueule du monde de dire que informer correctement sur les intentions, les arrière-pensées, la pensée même d'un candidat participe à la défaite et qu'il ne faudrait pas informer correctement les électeurs pour faire gagner Clinton, c'est quand même vachement douteux. Le problème n'est pas la diffusion des mails de Clinton, c'était le contenu. Donc on voit toute l'hypocrisie qu'il y a encore derrière cette affaire Navalny, où toute la scène politique française est venue pleurnicher sur le cadavre de ce gars, qui est en fait un agent occidental en Russie, qui a été financé par la NED, qui cherchait des financements pour créer des protestations de masse, etc. Et effectivement, il a rencontré un terrain favorable au décès prématuré dans une prison russe, ce qui n'est pas forcément très démocratique. Mais il me semble que la démocratie ne procède pas de mouvements subversifs financés par l'étranger. Et donc, quand ça se passe en Ukraine, ça gêne personne. Quand vous avez un opposant politique, une personne qui n'est pas d'accord avec le gouvernement en place, qui s'exprime, il finit en tôle, et il finit même par crever en tôle, c'est pas un souci. Les opposants peuvent être interdits de se présenter, c'est pas un souci. La presse peut être muselée, c'est pas un souci. Alors on peut toujours dire que le pays est dans une situation particulière parce qu'il est en guerre, soit, mais alors à ce moment, il faut que ça s'applique aussi à la Russie. Je vais vous montrer une image. C'était pas prévu. Il y a une espèce d'incapacité à se mettre à la place des Russes et à légitimer quelque chose qu'on trouve normal quand c'est le côté européen, côté ukrainien, et de trouver anormal, brutal, autoritaire quand c'est côté russe. On voit ici quelqu'un qui nous explique que si l'Ukraine tombe, la guerre viendra en Europe. Et on voit comme ça ce barrage, l'Ukraine, avec le drapeau rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Et les eaux vont ravager le joli village européen qui est de toute façon déjà bien détruit par l'idéologie européenne. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser les deux drapeaux et mettre le drapeau de l'OTAN et le petit village ce serait la Russie? Est-ce que ça marcherait pas de la même façon? Quand de 2014 à 2022, il y a quand même eu la guerre dans le Donbass, avec un gouvernement ukrainien plus ou moins radicalisé quand même, soutenu par les Occidentaux, financé, armé par les pays de l'OTAN, pour aller faire la guerre dans le Donbass.
Est-ce que les Russes ne sont pas légitimes à se dire, mais si le Donbass tombe, après c'est chez nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce type de raisonnement aussi ne serait pas légitime? Donc c'est toujours pareil, quand la Russie réprime les opposants, réprime les médias, c'est très mal, quand c'est en Ukraine, c'est très bien. Quand la Russie avance en Ukraine, c'est très mal, quand c'est l'Occident qui avance et qui commence à grignoter et à se rapprocher du territoire russe et à violer tous les accords qui avaient été passés, cela c'est très bien, c'est normal, c'est la démocratie. Donc c'est un peu le symbole de l'hypocrisie, je trouve, cette affaire Navalny. Idem, voilà, avec Assange, où un procès politique est tout à fait normal, tandis que quand la Russie fait potentiellement, on va laisser le bénéfice du doute, mais même en admettant que la Russie ait mis des affaires au cul de Navalny, des affaires politiques au cul, pour le chasser du pouvoir, pour le décrédibiliser, là c'est très mal, mais quand les États-Unis le font, c'est normal. C'est les limites, comme dit Cohen, au droit d'information. C'est normal. Bienvenue en hypocrisie. Bref, merci d'avoir participé à ce fantastique direct. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche, à passer sur Tipeee, à passer sur la boutique zoneartisanale.com. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines singeries très prochainement.